On va peut-être engager le feu des questions. Notre rapporteur va pouvoir commencer. Bien, donc je m'associe pleinement à l'appréciation qu'a formulée notre président François Pillet sur votre propos introductif, effectivement, qui apporte une lumière tout à fait nouvelle, un angle qu'on n'avait jamais appréhendé jusque-là. Et ça permet d'engager la réflexion sur plein d'aspects qu'on a évoqués, mais d'une autre manière. Alors, tout d'abord, une vérification que je voudrais faire. Vous me parlez, pour la comptabilité en Grande-Bretagne notamment, d'un cadre conceptuel. C'est bien cela, l'expression. Ce cadre conceptuel, c'est un texte, c'est une charte. Qui l'a conçu? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Enfin, historiquement, ça correspond à quoi exactement? Est-ce que vous pourriez préciser ce point qui m'intéresse beaucoup par rapport à ce que vous avez décrit de notre culture comptable en France, code civil, un certain cartésianisme? Vous rectifiez si je me trompe, bien sûr. J'essaie de reformuler pour être sûr que j'ai bien compris les choses, mais ça m'a l'air d'un point essentiel, voire fondamental dans l'analyse qu'on fait, je pense. Oui, et le cadre conceptuel a émergé à la fin des années 1970 aux États-Unis. Il est intéressant de noter que, au fond, après la crise de 29 et après les lois de 33, 34, 35 aux États-Unis qui ont créé la SEC, qui ressemble beaucoup, en réalité c'est l'inverse, à laquelle ressemble beaucoup notre ancienne COB et notre actuelle AMF. Là vraiment nous sommes dans un univers très connu. Vous avez eu une période d'une 60aine d'années de stabilité financière. Et puis, à un moment donné, qui est la fin du XXe siècle, un certain nombre de phénomènes se produisent qui sont ce qu'il est convenu d'appeler dans ce pays, on a du mal à le traduire dans une autre langue, la financiarisation. Et à ce moment-là, en effet, un certain nombre de critiques sont adressées à ces normes comptables nées, et toutes les normes et toutes les réglementations nées de cette époque où il fallait essayer d'en finir avec la spéculation qui avait débouché sur la crise de 1929. Et naturellement, comment dire, de manière parfois justifiée, les critiques portées à peut-être l'excès de prudence ou une certaine rigidité que vous aviez dans ces normes très stable des années 70 ne convenait plus à ce que l'économie était en train de devenir. L'économie était en train de se fluidifier, de se détériorialiser, de se financiariser. Et c'est vrai que l'ensemble des normes, à commencer par les normes comptables, n'étaient pas faites pour ça, ça n'existait pas. Et donc elles se sont changées progressivement. Pour se changer, pour se modifier, il a fallu tracer la voie. Tracer la voie, ça a consisté, pour le normalisateur comptable américain, à prendre un papier et un crayon, à écrire un papier qui s'appelait cadre conceptuel. Ce cadre conceptuel est le plus vieil ancêtre existant, il est toujours en vigueur et il sert de référence, de sommet ou de base, comme vous voulez, aux normes comptables américaines. L'Indy ASB, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, qui a travaillé dans les années 80-90 et dont les normes ont été adoptées par l'Europe en 2002, a choisi la même démarche. Elle a copié la démarche américaine, décidé de prendre son papier, son crayon, d'écrire son propre cadre conceptuel qui, à beaucoup d'égards, ressemble beaucoup au cadre américain. Il existe aujourd'hui, il est adopté uniquement par l'IASB elle-même. Il n'a pas été adopté par l'Union européenne et l'Union européenne n'a pas l'intention de l'adopter, ne serait-ce que parce qu'il est écrit d'ailleurs d'une manière qui n'est pas juridique. On ne pourrait pas l'adopter pour l'inscrire dans notre droit européen. Vous voyez, il n'est pas écrit comme du Code civil. Ce sont des phrases, des considérations, il y a des choses en tout genre, des idées, des discussions. Bon. Et au fond, nous ne voulions pas lui accorder trop d'importance, à la fois à cause de son contenu et de sa forme. Mais force a été de constater qu'à partir du moment où nous constations, où nous voyions dans les normes tous ces défauts, il fallait bien en chercher la cause. Et au fond, nous nous sommes dit, mais la cause en est ce qui est dans l'esprit des producteurs de ces normes. Et ce qui était dans l'esprit des producteurs de ces normes, c'était ce qui était écrit sur ce papier. Aujourd'hui, donc, nous avons obtenu l'ouverture du débat sur ce document. Nous ne comptons pas en faire vraiment, nous ne voulons pas, pour être très sincère, aboutir à une excessive rigidification de ce texte du tout, compte tenu de l'état du débat aujourd'hui, dont je ne sais pas du tout quelle sera l'issue. Mais ce que nous essayons de faire, indépendamment du texte lui-même et de sa lettre, qui sera toujours probablement flou dans son contenu, flou dans sa forme, flou dans la procédure, à la fois d'adoption et même d'utilisation, parce qu'aujourd'hui, ce que l'IASB veut faire, c'est
toujours considérer qu'il ne s'impose pas vraiment à elle, mais que si elle s'en départit, elle expliquera pourquoi. Vous savez, comply or explain, etc. Tout ce flou, au fond, n'est pas ce qui nous intéresse de rendre moins flou. Ce qui nous importe, c'est de mettre le doigt sur les problèmes fondamentaux, les quelques sujets clés qui sont dans ce texte, que le nouveau projet d'ailleurs a pour effet, caché dans des détails techniques incompréhensibles, mais en réalité de renforcer encore, de manière à avoir un débat public, si possible, sur les enjeux qui sont dans ces concepts. Vous voyez, c'est pas la forme, c'est pas le document, tout ça n'est pas important. On n'arrivera pas à changer probablement complètement la manière de penser de gens qui ne sont pas dans un monde de code civil. Vous voyez bien qu'on a un effet common law, civil law. Là, on ne va pas changer le monde uniquement pour les normes comptables, comme ça, un coup de baguette magique. En revanche, nous voulons, nous, un débat sur la question qui va très vite redevenir, alors, on met dans les comptes ce qui est réalisé, ce qui est sûr, ou pas. Si on met autre chose, alors, on rend possible la procyclicité. Je ne recommence pas. Est-ce que la crise engagée, la crise bancaire, la crise financière engagée en 2008, dont nous ne sommes pas encore sortis, à ma connaissance aujourd'hui, est-ce que ça a accéléré, est-ce que ça a au moins amené une remise en question de la part de cette finance que vous décrivez, anglo-saxonne, pour faire court, je prends ça à mon compte. Est-ce qu'il y a une remise en question quand même, puisque on ne peut pas déconnecter la situation que l'on vit de cette dérégulation, de cette absence de normes, enfin de cette folie entre guillemets qui s'est emparée de la sphère financière. Est-ce qu'il y a une remise en question aujourd'hui ? Il y a indubitablement beaucoup de mesures très fortes qui ont été prises. Bâle 3, c'est tout de même quelque chose, et ça a été très rapide. EMIR et tout ce qui consiste à rendre transparent les transactions, la compensation, comme on dit techniquement, des dérivés à l'échelle mondiale, c'est à mes yeux le résultat le plus monumental qui ait été atteint à l'issue de la crise. Mais d'autres progrès, d'ailleurs certains qui ont été faits aux États-Unis, où il y avait des trous à combler, pour le dire vulgairement, toute une série de mesures très importantes ont été prises. Aujourd'hui, il subsiste des zones de vulnérabilité, dans le contexte macroéconomique, dans le système de supervision, un peu partout. Il en existe toujours, indubitablement, dans ce domaine dont nous parlons, des normes comptables, puisque, factuellement, les modifications attendues n'ont pas encore eu lieu. Et donc, manifestement, de ce point de vue-là, il y a encore du travail à faire. J'ai essayé de partager avec vous ce que ça représentait, puisqu'au fond, maintenant, nous sommes, quoi que nous fassions, dans un débat complètement mondial. Et est-ce qu'il n'y a pas un bras de fer, très clairement, entre deux logiques, enfin, même au niveau comptable, je découvre cette opposition quand même fondamentale dans la logique. Est-ce qu'il y a quand même un bras de fer aujourd'hui ? Enfin, la crise sévit, peut-être certaines leçons ont-elles été tirées, des mesures ont été prises, à mon avis on est encore loin du compte, mais il y a au moins une prise de conscience mondiale, mais qui peut générer aussi de l'inquiétude dans le même temps. Mais quant à la régulation, on reparle à nouveau de régulation après avoir prôné pendant 3 décennies la déréglementation, etc., ce que vous avez décrit. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un bras de fer, très, très simplement, à l'échelle du monde ? Je crois que oui, et si vous voulez, manifestement, il n'y a pas, de la part de mes interlocuteurs les plus fréquents, de disposition à dire explicitement qu'il faut changer les choses. En revanche, il y a un mélange ou une coexistence de mouvements dans les deux sens. Je veux dire par là qu'il y a indubitablement une persistance des anciennes conceptions, et je vous l'ai dit, dans le cadre conceptuel, beaucoup de petites mesures ici, là, qui, additionnées les unes aux autres, accroissent encore les risques que nous avons constatés du fait des normes qui ont été adoptées sous l'empire du cadre conceptuel tel qu'il était jusqu'à aujourd'hui. Mais en même temps, il y a des tentatives, souvent timides, mais d'aller dans le bon sens. Il y en a une ou deux. Il y a, par exemple, pour essayer de vous répondre en passant par la technique, mais de manière très claire à votre question tout à fait pas technique, une espèce d'idée étrange qui consisterait à couper la poire en deux.
Alors, on vous dit, mais vous êtes choqué par l'idée qu'on reconnaisse comme un résultat une transaction qui n'est pas intervenue. Bon, alors vous n'avez peut-être pas tort. On ne vous dit pas que vous n'avez pas tort. On vous dit, oui, bon, d'accord. Alors nous, pour d'autres raisons, nous avons eu une idée, nous disent nos amis. Nous n'allons pas le mettre dans le résultat, on va le mettre ailleurs. Alors on invente une boîte à laquelle on donne un nom un peu barbare, que l'on met ailleurs, en effet, dans les comptes, et on y stocke les variations qui ne veulent rien dire. On appelle ça Other Comprehensive Income, en anglais, autre revenu global, ça ne veut vraiment rien dire, c'est, je pense, fait exprès. Et tout de même, c'est logé dans le bilan, donc cela affecte vos capitaux propres. Pour un établissement financier, les capitaux propres, ce n'est pas tout à fait anodin. Donc c'est un compromis, pas très bon, mieux que si vous aviez la vraiment mauvaise solution. J'y vois la manifestation d'une compréhension quand même par certains qu'il faut bouger. Cet exemple-là va être au cœur de la nouvelle norme qui doit être débattue, qui est en ce moment d'ailleurs débattue pour tout le secteur des assurances. C'est donc important. Ça fait plus de 10 ans que l'IASB tourne autour de ces questions, n'y arrive pas. Et voilà, pessimiste, vous voyez la persistance de tendances anciennes. Optimiste, vous observez la tentative de trouver un certain nombre de compromis. Et comme je le disais tout à l'heure, parfois la définition de bonnes solutions, comme sur les provisions en matière bancaire. Notre engagement, c'est vraiment de dire aussi clairement que possible ce que nous croyons indispensable, notamment en termes de principes, de concepts, mais aussi, comme je vous l'ai dit, en négociant norme par norme, et d'essayer de faire bouger les choses dans le bon sens. J'aurais parlé un peu des territoires offshore, qui, eux, par définition, échappent non seulement à l'impôt, mais à toute réglementation. Il existe un site auquel on peut accéder très facilement à partir de ce téléphone que l'on dit intelligent. Enfin, voilà. SFM Offshore. Faites l'expérience, vous tapez ça. On vous propose toute une série de juridictions de par le monde. SFM Offshore crée une société, ouvre un compte et implante la société où vous souhaitez de l'implanter. Je prends l'exemple des îles Vierges britanniques. Capital à verser 0, comptabilité non, impôt 0, délai de formation 2 à 3 jours. Donc voilà vraiment une vraie zone de complète opacité où les normes ne s'appliquent même pas et ne sont même pas envisagées. Comment vous appréhendez cette réalité ? Alors, normalement, enfin, en tout cas, toute une série d'efforts a consisté à essayer de faire en sorte que l'ensemble des territoires, quels qu'ils soient, adhèrent à un minimum de standards internationaux, parmi lesquels il y a les normes comptables. Et c'est le travail notamment du Conseil de stabilité financière, vous le savez, à l'échelle internationale, sous l'égide du G20, que d'étendre le champ couvert par ces standards internationaux et de dresser la liste des États qui ne les appliquent pas ou qui ne les mettent pas en œuvre correctement. Donc la réponse pratique, réelle, et depuis maintenant tout de même un assez grand nombre d'années, c'est celle-là. On peut trouver qu'elle est plus ou moins efficace, mais en tout cas, elle marche. Enfin, elle est en marche, c'est ça que je veux dire. Du point de vue technique, ensuite, si une entité est localisée là-bas et qu'elle n'a pas de lien particulier avec une entreprise qui est située en France ou en Europe, je n'ai rien à en dire. Si en revanche elle est détenue par une entité qui, elle en revanche, applique les règles qui sont en vigueur ici, en France ou en Europe, à ce moment-là, elle doit être consolidée, elle est prise dans l'ensemble des comptes produits par la maison mère. Alors justement, ça m'amène à évoquer les entreprises multinationales qui sont très souvent, y compris les banques, présentes dans ces juridictions. Est-ce que ces entreprises multinationales vous semblent publier suffisamment d'informations sur la réalité et la répartition géographique de leurs opérations économiques et financières ? Est-ce que ça vous paraît suffisant ? Alors, c'est pour répondre à ces questions que j'ai fait les développements de tout à l'heure, pour dire que, vu du comptable, ce qui compte, c'est de pouvoir dire aux actionnaires de la mère, voilà combien vous avez gagné. Donc, normalement, le degré de détail n'est pas la question fondamentale.
Ce qui compte, c'est qu'on soit sûr, si vous voulez, qu'on n'a rien oublié et que l'ensemble des éléments qui vraiment font la richesse ou la pauvreté, l'enrichissement ou l'appauvrissement de la maison mère, sont effectivement comptabilisés. Alors, cela n'empêche pas qu'il puisse y avoir par ailleurs le souhait que les maisons mères en disent plus. Mais là, la motivation n'est pas celle du comptable, elle est une autre. Et c'est pour ça que je faisais allusion à un angle qui est celui du législateur, qui dit je souhaite savoir de manière beaucoup plus détaillée, indépendamment du sujet comptable, mais je souhaite savoir de manière plus détaillée, et je vous en fais l'obligation, ce que vous faites dans tel et tel pays. Mais il peut y avoir d'autres angles, j'en cite un que vous connaissez, qui est celui qui a fait l'objet de discussions internationales aussi, mais qui se traduit dans la directive européenne, qui est un point de vue encore tout à fait différent, qui résulte essentiellement des demandes d'organisations non gouvernementales qui souhaitaient savoir quels étaient les versements qui étaient faits, pays par pays, hein, c'était le slogan, à tous les États dans lesquels étaient implantées les grandes entreprises. Alors, l'obligation là, c'est écrite d'une autre façon, mais vous voyez bien qu'elle n'est pas de nature comptable. On peut toujours demander que ce soit mis dans les comptes ou pas, ça c'est une autre question formelle, mais fondamentalement, ça n'est pas nécessaire pour dire, encore une fois, combien vous avez gagné et quelle est votre situation nette, votre patrimoine. Et là, c'est le champ de la liberté du législateur, au fond, ou du gouvernement, si c'est uniquement une obligation de nature réglementaire, qui fait l'obligation. Je vais passer la parole à Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, j'ai écouté évidemment avec beaucoup d'attention cette audition dont on aurait pu penser qu'elle commence le cycle de nos auditions pour ce rapport, mais qui va finalement le conclure. Moi, j'ai plusieurs questions à vous poser. La première, vous dites « nous » avec beaucoup de façon itérative. Moi, j'aimerais que vous me parliez une petite seconde de l'autorité des normes comptables, c'est-à-dire quelle est votre structure, combien de personnes travaillent avec vous, à qui vous rapportez et comment vous donnez des comptes rendus de vos travaux. Ça, c'est déjà la première question, parce que le « nous » me semble quand même un peu impersonnel, et donc, pardonnez-moi, mais j'aime bien les choses un peu concrètes. Et donc, pouvez-vous déjà répondre à cette question? J'en aurai une autre ensuite. Bien sûr, l'autorité des normes comptables est le successeur de deux institutions. L'une qui était le Conseil national de la comptabilité, qui rassemblait tous les professionnels français qui produisaient des avis, et la seconde qui s'appelait le Comité de réglementation comptable, qui était présidé par le ministre et qui recevant l'avis de ce Conseil national de la comptabilité, le transformait en un texte réglementaire, ou pas, ou en l'amendant ou en ne l'amendant pas. On a fusionné les deux et on a produit une petite entité qui s'appelle l'autorité des normes comptables, à une époque où tous les grands organismes français de régulation ont troqué leur C pour un A, de commission ou de conseil pour autorité, ce que je trouve était très bienvenu, et dont le mode de fonctionnement va vous rappeler beaucoup d'autres comparables. Il y a un collège composé à la fois de personnalités du secteur privé, mais aussi de représentants du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la régulation. Et j'insiste d'ailleurs sur ce point en faisant une parenthèse un instant. La CPR et l'AMF sont au collège, et de même je suis au collège de l'AMF et de la CPR, donc nous avons en France probablement, à mon avis, le système le plus intégré, et je trouve efficace et raisonnable de ce point de vue-là. Il travaille ensuite, ce collège, avec des commissions qui sont constituées à la fois par des membres de ce collège, mais aussi par d'autres personnes qui sont des experts qui la rejoignent, mais aussi en dessous, dans un troisième étage où le travail de fond se fait, des groupes de travail permettent de labourer le terrain pour produire les règlements qu'il s'agit de faire pour ce qui est des normes françaises, ou c'est aussi dans ce même schéma et suivant ces mêmes procédures que l'on élabore les positions qu'on prend, écrites à l'égard des autorités européennes ou directement du normalisateur international. Comprend. Alors, j'allais vous répondre directement à ce. Alors, en l'occurrence, c'est
l'autorité, donc l'autorité des normes comptables. Elle a le droit de prendre des règlements sous réserve d'homologation par le ministre des Finances et le ministre de la Justice. Elle est constituée d'un peu moins de 30 personnes pour deux raisons. La première, c'est que même l'équipe de professionnels est encore beaucoup plus réduite que ça. C'est en fait une dizaine de personnes. Vous voyez, c'est une toute petite, un tout petit organisme qui n'est même pas vraiment un organisme en fait parce qu'il n'a pas la personnalité morale. Et ce petit organisme-là est en fait à la taille de ses homologues, de ses comparables en Europe, des grands pays d'Europe. Et aujourd'hui, moi, je travaille de plus en plus de façon aussi intense que possible, malgré les désaccords, mais justement à cause des désaccords pour essayer de les dépasser avec les Anglais, les Allemands, les Italiens. Et nous sommes à peu près tous comparables, si vous voulez, aux détails de structure près. Nous rendons compte par des rapports annuels, mais aussi beaucoup de documents qui sont sur le site internet de l'autorité, où vous verrez que nous avons commencé par un plan stratégique, puis un autre, puis des rapports annuels. Nous avons, en plus de ces deux grands domaines d'activité que sont la production de normes françaises pour les comptes individuels de toutes les sociétés françaises et même les comptes consolidés de celles qui ne sont pas cotées. Et en plus de nos prises de position dans le débat international, nous avons un troisième axe de travail qui consiste à stimuler et encourager la recherche pour essayer de tirer le meilleur de ce que nous avons dans le monde universitaire français et le projeter à l'extérieur. Nous organisons chaque année une grande manifestation à Paris, nous faisons venir les autres, nous allons beaucoup chez eux pour que la France soit un contributeur vraiment important, écouté, entendu dans ce débat international sur les normes comptables, d'où, il faut bien le dire, le jour où nous avons adopté les normes comptables internationales, nous avons largement disparu. Et l'élévation, vous savez, qui a souvent eu lieu dans ces matières du niveau européen au niveau international, un petit peu pour noyer le débat européen de la part de certains, nous a finalement plutôt servi. Lorsque nous sommes dans un univers tout à fait international et que nous disons ce que nous disons, souvent nous trouvons un écho parce qu'il existe dans le monde tout de même, pour reprendre ce que disait M. Bocquet sur l'existence de au moins deux manières de voir les choses, il existe des États qui se situent dans les deux camps. Et donc notre troisième bras, la recherche, est aussi fondamental dans notre manière d'essayer d'influencer le débat international. Madame, voulez-vous Vous aviez annoncé d'autres questions. Oui, mais on va aller vite, Monsieur le Président. Je sais que nous avons beaucoup de travail, mais néanmoins, je voulais avoir votre avis, Monsieur le Président, sur l'autorité des normes prudentielles, parce que finalement, nous avons entendu le président de cette autorité. J'ai eu le sentiment que son rôle était vraiment très limité. Et puis nous avons eu une audition extrêmement médiatisée de Dominique Strauss-Kahn ici, qui nous a expliqué, notamment en ce qui concerne le secteur bancaire, que les normes appliquées étaient très loin de refléter la réalité du sujet, et notamment des refinancements au moment de la crise. Donc j'aimerais avoir votre opinion sur cette autorité de contrôle prudentiel. Écoutez, je suis très convaincu que le principal facteur différenciant dans la santé des secteurs bancaires réside dans la qualité de la supervision, quelles que soient les normes. Il y a un vrai sujet de normes, bien entendu. Quel est le bon ratio de fonds propres? Qu'est-ce qu'il y a au numérateur et au dénominateur? Des questions inépuisables et fondamentales. Et comme vous le savez, la spécificité de Bâle III, c'est qu'elle décline ça de façon très détaillée. Il y a énormément de questions techniques et de questions normatives. Mais la question fondamentale, c'est la question de la qualité et de l'intensité de la supervision. De ce point de vue, j'ai toujours été persuadé, mais je le suis maintenant et en le voyant, que le travail fait à l'égard du secteur des banques et des assurances en France est probablement, il faut se garder d'être arrogant et il faut bien se garder d'être content de soi, ou complaisant, mais enfin, est probablement sur une échelle donc relative, mondiale,
dans la catégorie des meilleurs. Il n'y a aucune espèce de doute là-dessus. Et c'est dû à toute une série de facteurs qualitatifs mais très importants. Le fait qu'on considère que c'est très important, une grande importance y est attachée, ça ne va pas du tout de soi. Parce qu'il y a d'autres États, en particulier avant la crise, dans lesquels il était presque explicitement dit que ça n'était pas important et que ça n'était pas la peine de superviser vraiment, où la supervision était professée et articulée, décrite comme devant être légère. Donc, ici, en France, on y a toujours attaché de l'importance. Deuxièmement, je crois qu'on a des hommes de qualité pour le faire. Et ça n'est pas une petite affaire, hein, avec un corps de spécialistes formés, des gens qui font une carrière longue dans ce métier. Enfin, c'est quelque chose. Et troisièmement, je pense que c'est placé au bon endroit et dans une bonne intégration des institutions. Je crois encore une fois que les institutions de la régulation en France sont assez bien organisées. Et n'oublions pas que d'autres États ont professé, hein, avant la crise, des choix d'organisation radicalement différents des nôtres. Et aujourd'hui, ils reviennent fondamentalement plutôt vers les nôtres. Et il me semble, pour conclure, mais je dis ça en touchant tout le bois que je trouve, que globalement, il me semble que les résultats que l'on peut constater dans le secteur financier français témoignent de cette qualité de la supervision. Je le dis vraiment de manière aussi, humaine que je peux, en m'écartant pour une fois de la technique. Merci beaucoup. Nous allons reprendre quelques questions avec notre rapporteur. Quel est le statut juridique de l'autorité des normes comptables, monsieur Haas? Je vous dis, c'est en fait un organisme qui n'a pas de personnalité morale et qui fait partie donc du ministère des Finances. Nous sommes une partie du ministère des Finances, à la vérité. Mais l'autorité est constituée par une loi. Cette loi définit l'intégralité, définit la composition du collège, son mode d'organisation, son travail, sa mission. Elle est légère, ce qui, je trouve, est une vertu. Elle est d'ailleurs l'aboutissement d'une série de modifications qui ont eu lieu dans les années précédentes. Mais au fond, je crois, après y avoir beaucoup réfléchi d'ailleurs, que c'est en plus la solution la plus économe des deniers publics et que ça ne nous prive d'aucune efficacité pratique. Au contraire. Je pose cette question en réagissant à ce que vous avez dit à propos de l'IASB, qui était un organisme privé, lui. C'est bien cela. Mais privé, c'est qui concrètement derrière l'IASB? C'est, je crois, à l'origine, c'est une fondation. Ça, c'est vraiment un système très anglo-américain. Donc, il y a une fondation qui reçoit des fonds, d'ailleurs, et qui est dirigée par des trustees, doivent être constitués sous forme de trust, je suppose. En tout cas, leur nom, c'est des trustees, qui sont un conseil qui gère cette fondation. Et cette fondation, dont je crois les trustees, parce qu'il faut toujours bien qu'il y ait au début quelqu'un qui commence, et il me semble que dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle un comité de nomination, qui se nomme lui-même un peu par cooptation. Et il nomme les trustees nomment les membres de l'IASB et est le garant de leur indépendance. Cette indépendance est définie de façon stricte et jalouse. En réalité, elle existe vraiment surtout dans les textes constitutifs de l'IASB elle-même. Je leur dis souvent d'ailleurs qu'elle est conçue d'une manière qui pourrait rendre jaloux le gouverneur ou le président de la BCE, qui n'a pas du tout, lui, l'idée d'une telle indépendance. Vous voyez, donc, alors même que c'est évidemment l'exemple qui avait été choisi à titre défensif par l'IASB pour dire nous ne voulons aucune espèce d'interférence politique, c'est explicite, avec ce que nous faisons. Et son siège se trouve aux États-Unis Alors, le siège de l'IASB est à Londres. J'ai un doute à l'instant sur le siège de la fondation IFRS à proprement parler. Il faudra que je le vérifie pour être sûr. Si c'est à Londres ou ailleurs, mais je crois que c'est à Londres. Il faut que je le vérifie. Alors, deux dernières questions. L'une qui revient sur ce que vous avez dit à propos du périmètre de consolidation des entreprises multinationales. Quels moyens avez-vous de vérifier que cette consolidation effectivement est exhaustive, puisqu'il y a des zones d'ombre, il y a des difficultés, j'imagine, pour avoir toutes les informations notamment. Comment fonctionnez-vous par rapport à cette difficulté? C'est ma première question. Et ensuite, un peu plus technique, avez-vous connaissance des principaux arbitrages comptables au cœur des contestations entre l'administration fiscale et les contribuables, et en particulier les banques, puisque c'est notre cœur de sujet?
Nous avons seulement pour responsabilité d'établir les normes. Et directement, nous ne sommes pas partie prenante à la mise en œuvre de ces normes ou à leur contrôle. Alors, du coup, au fond, pour répondre à votre première question, la seule chose que je peux dire, c'est que nous avons besoin, nous, de nous assurer que nos définitions sont suffisamment robustes. Tout ceci tourne autour de la question entière du contrôle. Qu'est-ce que c'est que le contrôle? Et l'histoire de cette notion, c'est en gros le passage d'une définition juridique très stricte, c'est la majorité des voix, à la recherche de ce qu'est un contrôle plus de fait, un contrôle plus économique, jusqu'à d'ailleurs des notions dans les IFRS qui vont extraordinairement loin, mais qui ont leur intérêt, parce qu'elles ont permis justement d'éviter, comme je le disais tout à l'heure, la constitution de SPV, etc. Mais enfin, des notions de contrôle de fait qui existent déjà dans le droit français. C'est ce que nous pouvons faire pour nous assurer de l'exhaustivité. Au-delà, la question du contrôle nous échappe, et je dois donc répondre à votre seconde question que non, nous n'avons pas connaissance des éléments de discussion sur ce terrain-là, comme je crois c'est le cas dans le monde prudentiel. Et par conséquent, on voit bien, il y a des logiques effectivement différentes qui sont parfois parallèles et parfois inévitablement ou même nécessairement. Sur les principaux arbitrages comptables entre l'administration fiscale et les banques notamment, avez-vous connaissance des principaux arbitrages en l'occurrence? Non, en fait il n'y a pas de position comptable à ma connaissance de l'administration fiscale. Il peut y avoir de la part de l'administration fiscale sans doute une autre lecture de la norme comptable. C'est-à-dire qu'elle peut dire, écoutez, vous avez compris que la norme comptable devait être appliquée comme cela, je crois moi qu'elle doit être appliquée comme ceci. Cela peut se produire. Les relations sont telles que s'il y avait véritablement une question de principe, pas un cas d'espèce, mais une question de principe, l'administration fiscale a l'habitude de nous revenir et de nous poser des questions. Notre collègue Picot veut vous poser une question, puis après le rapporteur terminera avec là ou les dernières. Merci. Parce que c'était quand même fort intéressant, Monsieur le Président. Donc, si j'ai bien compris, les marchés ne se réfèrent pas à notre système comptable ou à nos règles comptables, mais plutôt aux règles anglo-saxonnes. Ça veut dire que cette ingénierie financière qui existe aujourd'hui, il n'y a pas en vue un changement possible. Je veux dire par là que aujourd'hui, dans le reste du monde, quelle est la règle générale, c'est-à-dire la Chine, le Brésil, l'Inde, qu'est-ce qu'elles ont comme règles comptables? Ce qui veut dire que l'Europe est donc dans l'obligation de se ranger aux règles anglo-saxonnes. C'est bien cela, de tout ce que l'on a dit. Alors, bien sûr, vous avez dit, mais nous sommes en train de discuter, mais enfin, on discute, mais c'est bien les règles et l'ingénierie financière anglo-saxonne qui nous gouvernent aujourd'hui. Il y a indubitablement une cohérence dans l'ensemble des règles qui sont utilisées par la finance et qui sont produites et mises en œuvre au même endroit. Pour autant, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où, au lieu d'y résister, on prend au sérieux la mondialisation, je parle de la mondialisation des règles comptables, et où on enclenche le débat mondial sur les règles, on s'aperçoit qu'il existe un débat. Quelle est la situation? Pour faire très très synthétique, les États-Unis, à l'égard desquels l'IASB a tout fait pour qu'ils adoptent les normes IFRS qu'elle produit, ont tourné autour de cette question pendant des années, peuvent toujours changer d'avis à tout instant, mais pour l'instant ont passé le message qu'ils allaient s'en inspirer fortement, ils allaient travailler de concert, mais j'ai essayé de vous expliquer à quel point c'était difficile, mais qu'ils n'allaient pas les adopter. Le Japon est dans... Alors, aux États-Unis, ce n'est pas pour des raisons de fond, parce que pour la raison que je vous ai dite, il y a aujourd'hui, ça n'était pas le cas il y a quelques décennies, mais il y a aujourd'hui une certaine harmonie de vue, avec des différences, mais une certaine harmonie de vue entre la comptabilité américaine et la comptabilité de l'IASB. Des différences, mais une harmonie. Au Japon, un mouvement s'est initié
pour, comme les États-Unis, essayer de se diriger vers les normes internationales. Mais il y a au Japon, c'est très intéressant, un foyer très important de résistance à ce mouvement, et notamment de la part de l'industrie, qui compte dans ce pays, et qui dit, mais au fond, nous avons construit le miracle japonais sur un système qui consistait à être prudent, accumuler les bénéfices lentement, les garder, les réinvestir, ne voir qu'à long terme, ne pas distribuer trop vite aux actionnaires affamés, qui sont ceux qui profitent des valorisations de court terme. Et c'est ce système qui a fait notre succès. Nous sommes très très inquiets à l'idée de nous départir de cela. J'ai découvert pour l'anecdote, mais c'est quelque chose qu'il faut que je vérifie, que le grand économiste Galbraith aurait été mandaté par le général MacArthur après la guerre pour faire la comptabilité au Japon, et se serait inspiré très largement du plan comptable général français. Si c'est vrai, c'est intéressant et ça explique peut-être des choses. Indépendamment de cela, l'ensemble des autres pays se positionnent de manière très différente. Vous avez des pays qui disent « j'adopte les normes », mais en réalité, il s'agit parfois de pays émergents qui, dans la pratique, ne les adoptent pas tout à fait, parce qu'ils s'aperçoivent que telle partie ne leur va pas, telle partie n'est pas possible, telle partie ne savent pas la mettre en place parce qu'elle n'est pas compatible avec leurs règles juridiques, leurs pratiques économiques, etc. C'est par exemple le cas du Canada, sans parler de pays émergents. Ils les ont adoptées, ces normes, mais pas pour ceci, ou pas pour cela, ou pas pour tel secteur, ou pas tout à fait. La Chine dit qu'elle adopte ces règles. Ce que nous comprenons de sa posture, c'est qu'elle pose des questions très fortes sur ce qu'on appelle la valeur de marché, c'est-à-dire en fait le point dont nous avons parlé cet après-midi, c'est-à-dire la question de la valorisation des actifs financiers et la question de savoir si on les met en valeur instantanée, donc y compris le futur ou pas. C'est dire que nous avons peut-être de bons sujets de conversation. L'Inde a adopté les normes avec un certain nombre de dizaines de réserves qui montrent qu'elle n'est qu'en chemin. Et je pourrais continuer une longue litanie comme ça pour vous faire sentir que partout dans le monde, avec certains pays qui les ont vraiment adoptés dès le début comme nous, fondamentalement c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Mais à part eux trois et nous, qui sommes les vétérans de l'application très rigoureuse des normes IFRS, les autres ont adopté des attitudes et des tactiques, des stratégies un peu différentes. C'est cette question-là qui a été posée par Michel Barnier à Philippe Mestat, dont je parlais tout à l'heure. Que faire? Comment faire? Est-ce qu'il faut continuer comme ça? Est-ce qu'il faut peut-être prendre un peu de recul? Est-ce qu'il faut se ménager la possibilité, non pas seulement de dire non à une norme, ce que nous pouvons toujours faire, et au fond nous l'avons déjà un peu fait, mais est-ce que nous pouvons changer une norme? Voilà le type de question qu'on se pose dans un contexte où il est vrai, je crois qu'il n'y a pas de précédent dans l'Union européenne, même si elle est jeune, mais je ne pense pas qu'il y en ait dans la République, où nous ayons externalisé la production de normes aussi centrales que des normes de comptabilité, c'est-à-dire le langage de l'économie. Donc ça méritait en effet de se poser la question, et le débat est maintenant ouvert. Je pense que nous avons contribué à le poser. Je ne sais pas prédire le nombre d'années qu'il faudra pour arriver à lui trouver une solution, mais nous discutons exactement des réponses aux questions que vous avez posées, Monsieur le Sénateur. Éric Bocquet, maintenant. Oui, dernière question. J'ai eu l'occasion d'avoir un contact avec le H3C, pour jargonner le commissaire aux comptes. Avez-vous connaissance des principales observations que ce H3C indique sur les contrôles qu'il effectue sur les commissaires aux comptes des sociétés financières spécifiquement? Pas sur les sociétés financières spécifiquement, je dois dire, et je n'ai pas connaissance qu'il est formulé d'observations dont il faille nous qu'on tire des conséquences en termes de normes comptables. Mais j'ai vu en revanche que dans son dernier rapport annuel, une des recommandations générales qu'il formulait, qui de mémoire est en numéro 4, en position 4, c'est déjà bien, sur 7 ou 8, est à mes yeux la plus importante. Et je vais reprendre le même registre que celui que j'employais tout à l'heure pour vous répondre, madame, à propos de l'autorité de contrôle prudentiel. Il s'agit de la formation des hommes. Je suis très convaincu, et il y a des questions que vous avez posées, je crois, dans votre liste de questions sur le métier des commissaires aux comptes. Je crois que c'est ça qui est important, c'est-à-dire d'avoir des hommes et des femmes qui comprennent même la matière aussi complexe que celle qu'on trouve dans les banques, qui sont capables de vraiment questionner les dirigeants, ou enfin les opérationnels, de comprendre, de mettre en cause et de
pousser l'ensemble du système vers les bonnes solutions. Je ne dis pas ça parce que j'aurais connaissance de problèmes, je dis ça parce que je suis convaincu que c'est là qu'est la clé, en vérité, à la fin des fins, c'est dans leur capacité à vraiment jouer pleinement leur rôle, comme on dit en anglais, de chien de garde, si vous voulez. Et je crois que de ce point de vue, ils en seront capables si on a des personnes à la hauteur. Je crois d'ailleurs que dans un certain nombre d'institutions financières, en France ou ailleurs, qui ont réussi, un des secrets, c'était d'avoir des personnes de très grande qualité dans les fonctions de contrôle. De manière générale, c'est probablement une très très grande source de sécurité dans les systèmes. Merci. Monsieur le Président, pour vous témoigner des remerciements et de l'intérêt que nous avons porté à votre audition, je ne peux pas faire mieux que de les dissimuler dans une dernière question. Est-ce que vos propos, vos démonstrations font l'objet d'un écrit ou d'une publication qui pourrait nous être utile éventuellement? Oui, tout à fait. Il faut que je définisse ce que je trouve. J'identifie celui qui sera le plus synthétique. Oui, il faudra que j'identifie celui qui sera le plus synthétique, le moins rébarbatif et technique. Mais la réponse courte est oui, je pense. Non, mais vous pouvez en envoyer 2 ou 3, on peut les lire. Entendu. De version. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs.